Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez L'œil de Moumou, votre émission hebdomadaire qui ausculte chaque semaine nos grands médias, les médias dits mainstream, et vous en livre les dérives, les dérapages et quelques rares accomplissements. Ce programme n'existe grâce à vos dons. Le média continue de lutter pour faire entendre vos voix au sein d'un paysage médiatique dominé par l'extrême droite et contrôlé par les milliardaires. Riposte, c'est le nom de notre campagne citoyenne qui vise à bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire sur les réseaux sociaux, Molotov, les opérateurs Box et peut-être bientôt la TNT francilienne. Rejoignez le mouvement et soutenez la riposte sur campagne.lemediatv.fr. C'est parti pour l'œil de Moumou. Alors c'est une émission un peu particulière aujourd'hui puisque notre invité qui normalement passe en deuxième partie va être présent dès le départ et c'est vous, Daniel Schneiderman. Et c'est moi, oui. Voilà, et vous allez nous présenter une nouveauté dans la deuxième partie qui est la première plateforme de mise en commun et d'abonnement commun des médias indépendants. Ça s'appelle La Presse Libre et c'est une plateforme qui va donc offrir aux abonnés un accès illimité à 8 médias indépendants. C'est la première fois que ça se fait. Alors on peut se demander pourquoi ça ne s'est pas fait plus tôt, mais en tout cas ça c'est la première fois que ça se fait et ça se met en ligne aujourd'hui. Tu as le scoop intersidéral, Moumou. Absolument, puisque à l'heure à laquelle nous parlons, nous enregistrons donc le mercredi midi. À l'heure à laquelle nous parlons, c'est pas encore en ligne, c'est finalisé, mais c'est pas encore en ligne, et donc on va vraiment le vivre en direct avec vous. Voilà, c'est aussi ça, l'œil de Moumou. Avant qu'on prenne le temps de développer tout ça, on va évidemment démarrer la chronique classique avec le préambule. Alors le préambule, il est un peu particulier, et c'est pour ça, Daniel, que j'ai tenu à t'avoir en plateau dès le départ, puisqu'il s'est passé quelque chose d'assez magnifique quand même dans les JT, sur les plateaux de France Télévisions, les deux principaux JT du lundi, donc celui de 13h et celui de 20h, puisque à la fois Julien Bugier et Léa Salamé ont tous deux commis... Alors, ils appellent ça une erreur, moi j'appelle ça une faute professionnelle excessivement grave, puisqu'ils ont confondu Dominique Bernard, dont c'était la commémoration de l'assassinat, je crois que c'était les 2 ans, et Samuel Paty, qui avait montré les caricatures de Charlie Hebdo et qui avait été égorgé suite à une campagne, notamment sur les réseaux sociaux. Je trouve ça assez grave. Alors on va revenir sur les faits. Je vais vous montrer l'extrait durant lequel Léa Salamé enchaîne sa énième bourde. On va l'appeler comme ça pour l'instant. Cette image encore, l'hommage ce matin à Arras, dans le Pas-de-Calais, au professeur Dominique Bernard, assassiné il y a 2 ans jour pour jour dans une attaque terroriste par un élève radicalisé. Après avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo, un lâcher de ballon a été organisé. Dominique Bernard avait 57 ans. Alors, ça pourrait simplement, effectivement, comme l'a dit France Télévisions dans un communiqué présentant ses excuses, ça pourrait simplement être apparenté à une erreur. Sauf que, me semble-t-il, ça raconte beaucoup de choses. À savoir que là, elle lit un prompteur. Alors, moi aussi, j'ai lu un prompteur au début de l'émission, mais enfin, j'étais au courant de ce qu'il y avait dedans. Ça signifie qu'elle lit un prompteur, qu'elle n'a pas préparé du tout son émission, sans quoi elle aurait percuté sur le fait que, non, ce pauvre Dominique Bernard n'a jamais montré quoi que ce soit. Et ce que je trouve encore plus grave, mais on parlera du fond, c'est-à-dire de la question de la chaîne des responsabilités, ce que je trouve encore plus grave, c'est qu'on attribue à ce pauvre professeur d'Arras qui n'a rien demandé à personne, le fait que, finalement, pour des esprits un peu limités, finalement, il a peut-être un peu cherché puisqu'il a présenté des caricatures à des enfants et qu'il y a une raison, in fine, pour laquelle il a été assassiné, alors que ça n'est même pas le cas. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, d'abord, je ne sais pas dans quelles conditions cette erreur ou cette faute a été commise. J'en sais rien. On n'a pas encore les coulisses de ce qui s'est passé. Il y a une enquête officiellement. Il y a une enquête. Ils disent qu'il y a une enquête interne. OK. De ce qui s'est passé à France Télévisions dans l'après-midi. A priori, pour avoir une petite idée de la manière dont ces choses fonctionnent, je ne pense pas qu'il y ait eu d'intention maligne derrière ça. Je ne pense pas que quiconque ait voulu attribuer à Dominique Bernard des motivations qui n'étaient pas les siennes. Moi, je dirais que ce qui est surtout étonnant, ce n'est pas tellement l'erreur de 13 heures. Parce que l'erreur de 13 heures, c'est un truc qui peut arriver. On ne sait pas qui prépare les...
On ne sait pas qui prépare les textes des prompteurs, peut-être des stagiaires, des alternants, des débutants. Ça peut arriver. Encore que, théoriquement, même à 13h, les textes des prompteurs sont censés être relus par la hiérarchie pléthorique de France Télévisions, donc ça pose déjà un problème de chaîne hiérarchique. Par contre, ce qui est super bizarre, c'est qu'ils refassent la même erreur aux 20h. Ça, c'est incompréhensible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit ils n'ont eu aucune réaction de téléspectateurs après l'erreur du 13h, soit ils les ont eus et puis ça s'est perdu quelque part dans les méandres de France Télévisions. Mais enfin, c'est tout à fait bizarre. Alors après, comme tu l'as dit, ça révèle quelque chose effectivement sur Léa Salamé, sur la manière dont elle prépare son 20h. C'est que effectivement, elle a un prompteur, comme tous les présentateurs, y compris comme certains présentateurs les plus prestigieux des émissions les plus prestigieuses. Mourad, mais comme tu t'es balancé toi-même, c'est pas la peine que je te... tu m'as coupé l'herbe sous pied, c'est pas la peine que je te balance. Donc, ils ont un prompteur, mais en général, le boulot d'un journaliste, c'est au moins de relire son prompteur avant diffusion. Et là, manifestement, ça n'a pas été le cas. Alors qu'elle ne le lise pas avant, ça veut dire qu'elle ne prépare pas son émission, très concrètement, d'une part, mais d'autre part, qu'il n'y ait pas de lumière qui s'allume à un moment donné quand elle lit ça, qu'elle ne réalise pas. C'est malheureusement assez récent, cet assassinat, ça a 2 ans, donc comme je le disais, à Arras. Qu'elle ne réalise pas que non, il n'y a aucun lien entre les caricatures et son assassinat. Je veux dire, il y aurait dû y avoir quelque chose, une petite lumière, mais même, y compris, parce que c'est dit à peu près, c'est dit vraiment au début, quasiment au début du journal, qui dure de plus en plus longtemps maintenant, le journal du 20h, quelqu'un en régie aurait dû lui dire dans l'oreillette non, présente tes excuses, on s'est trompé. Et là, rien. Ça raconte quand même un problème d'organisation que dénoncent les syndicats depuis longtemps d'ailleurs. Tu sais, il faut se mettre dans la peau faut se mettre dans la situation. Alors, ok, elle découvre en direct le texte de son prompteur. Admettons, elle ne l'a pas lu avant. Qu'est-ce qu'elle est censée faire? Elle est censée, à peine après avoir lu son prompteur, dire « Ah ben non, là je viens de dire une connerie, et en fait le professeur d'Arras n'avait pas montré les caricatures. » C'est compliqué. Alors après, une autre solution, comme tu le dis, aurait pu être qu'effectivement quelqu'un en régie ait une petite lumière qui s'allume, lui dise à l'oreillette on a dit une connerie sur Dominique Bernard, et qu'à la fin du journal, à ce moment-là, elle rectifie. Là aussi, ça n'a pas été le cas. Voilà. Donc ça, oui, comme tu dis, ça révèle des choses sur le fonctionnement de France Télévisions. Mais j'ai envie de dire, j'ai lu les tweets que tu as rédigés sur le sujet. J'ai vu ton... T'es abonné à mon compte? Ouais, je l'avoue. Oui. Je veux dire, je vais peut-être te choquer, mais moi, je n'ai pas ressenti la même indignation que toi. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'ils ont fait tellement pire depuis. Tu vois, ce type d'erreur, si tu veux, c'était les erreurs qu'on décortiquait dans Arrêt sur Image au début. Au début d'Arrêt sur Image, en 95. Tu vois, là, on tombait sur un truc comme ça et on allait immédiatement se mobiliser, faire l'enquête, etc. Bon, mais je veux dire, notamment depuis 2 ans, depuis le 7 octobre, depuis Gaza, on est tellement habitué à pire, c'est-à-dire des déformations pernicieuses de la réalité. On se le disait juste avant de prendre l'antenne, par exemple, le retour des otages et des prisonniers. Et tu me faisais remarquer, tu as raison, qu'on a vu partout des images bouleversantes, etc., du retour des otages israéliens. Nécessaire. Absolument. Et en revanche, sur le retour des prisonniers palestiniens, comme d'habitude, c'est filmé de loin, on ne les entend pas parler, on n'appuie pas sur le bouton émotion, etc. Et je vais te dire, ça me rend plus fou, d'indignation, que des erreurs comme celle-là qui sont, après tout, des épiphénomènes. Oui, mais qui raconte quelque chose, comme je le disais au départ. Bien sûr. Et qui arrive après un certain nombre. On nous a vendu quand même Salamé, qui est, dont je crois que c'était le SNJ de France Télévisions dans son communiqué qui l'a qualifiée de présentatrice. Je trouve ça intéressant comme terme, plutôt que journaliste. On te l'a vendu, mais toi, tu l'as acheté? Tu as acheté ça une seule seconde? Tu as acheté une seule seconde que Léo Salamé était une grande journaliste? Bien sûr que non, sauf qu'elle est omniprésente comme beaucoup d'autres, et que, mais je dirais pareil pour Enthoven ou Fourest, mais elle est omniprésente, elle touche un salaire plus que convenable, je crois que c'est 25 000 € par mois, pour faire ça.
Et ce serait une erreur factuelle comme ça une fois. Non, on en est à la 3e ou 4e en l'espace de quelques semaines. Donc je trouve qu'on fait de la pipolisation à demander à une actrice internationale, française internationale, comment se passe sa séparation avec son conjoint, enfin, qui est complètement hors sol, hors sujet. On appelle quelqu'un, Henri Guénaud en l'occurrence, du nom d'un repris de justice qui vient d'être condamné. Je veux dire, il y a un moment donné, c'est pas sérieux. Et qu'est-ce qui fait qu'elle est protégée à ce point-là? Et qu'est-ce qui fait qu'elle fait aussi mal son job? Il y a un moment donné, alors on va attendre, puisque peut-être qu'il va y avoir des sanctions et des suites. Alors je suis d'accord avec toi, on ne peut pas tout comparer. Évidemment, je ne compare pas aux errements du service public sur Gaza dont on a beaucoup parlé ici. Au fond de toi-même, oui. Tu es également indigné par cette histoire de Salamé que par le traitement, par exemple, de Gaza depuis 2 ans. Tu es à égalité d'indignation sur les deux... Non, je dirais pas ça. Je dis qu'à chaque fois que j'aborde un sujet, je peux avoir une indignation par rapport à ce sujet. Évidemment, je ne les mets pas sur le même plan. Et je pense que le top du top restera la Riviera de Gaza. Balayer Gaza pour en faire une Côte d'Azur, ça restera pour moi le summum du dérapage les plus évidents du service public. Il faut rappeler qu'effectivement, cette proposition de Trump avait été exposée, je crois que c'était sur France Info. Oui, France Info, avait absolument. été exposée sur France Info comme quelque chose de tout à fait normal, sympathique. Et pire que ça, puisque l'animateur qui était en plateau, le journaliste en plateau, avait dit on va mettre de côté la politique, comme si on parlait de politique. Non, mais si tu veux, honnêtement, pour moi, après, chacun sa raison. L'horreur médiatique, c'est cette histoire de Riviera. L'horreur absolue médiatique, c'est cette histoire. Nous sommes d'accord pour une fois. Mon cher David. C'est pas tout à fait la seule fois. Je me dis, la cerise sur le gâteau, c'est quand même d'avoir viré ou d'avoir remercié Anne-Sophie Lapix, qui quand même faisait le job, puisque je pense qu'elle a été virée ou remerciée pour des raisons justement d'impertinence ou de pertinence, si on le prend de notre point de vue. De la virer pour ça, je trouve ça, pour mettre Salamé à la plage, je trouve ça un petit peu extraordinaire. Et je reprendrai l'exemple de Bruno Mazur, à l'époque, qui terminait toujours, il chutait toujours son journal par une petite blagounette à la Saint-Médard, à cirer les pompes de Guichard, enfin bon, des choses comme ça. Mais je trouvais ça marrant parce que avant c'était hyper construit, hyper sérieux, hyper pro. Et donc, à partir du moment où c'est pro et sérieux, on peut se permettre des choses un peu légères à la fin, mais pas dans ce cas-là. Alors, il y a eu des excuses. Je vais vous montrer celle de Julien Bugier, que je qualifierais de molle, qui n'a pas un mot pour les proches, pour le monde enseignant, ni pour la famille. Je vous laisse écouter. Et j'en profite pour corriger une erreur qui a été faite hier dans nos éditions. Ça n'est pas Dominique Bernard qui a été assassiné après avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo, mais le professeur Samuel Paty qui a été tué en octobre 2020. Nous sommes, et je suis profondément navré pour cette méprise qui a pu heurter. Mais ça a permis un rayonnement international, puisque même la Libre Belgique a parlé d'une nouvelle bourde. Alors eux, ils y vont gaiement, j'aime bien les Belges pour ça. Ils sont vraiment très bons. D'une nouvelle bourde et pas d'une erreur de la part de Salamé. Je vous laisse regarder la capture d'écran. Et puis, à leur décharge légère et relative, Anne Genetet, donc l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, elle aussi y allait de son Twitter. Vous savez, à chaque fois qu'il y a comme ça une commémo, ils aiment bien se mettre en photo, avec une stèle, une écharpe et compagnie. Sauf qu'elle va se tromper, ce n'est pas un prof d'histoire géo, mais un prof de lettres. Je vous laisse regarder la capture d'écran. Et nous en avons fini pour ce long préambule. Et nous allons maintenant passer au top. Alors, je commence. Top et flop, qu'évidemment, tu auras tout le loisir de pouvoir commenter. C'est un top Prosper Youpla Boom par lequel nous commençons. Alors, on imagine bien que Boualem Sansal, donc, est dans les geôles algériennes, donc ça fait 1 an. Eh bien, espèce de crétin, pardon, je le dis comme je le pense, Damin El Khatmi, donc une espèce d'essayiste, chroniqueur, qui a un avis sur tout, va expliquer s'indigner en expliquant que Boualem Sansal va fêter sa première année de détention. Je pense que pour en venir à dire une ânerie pareille, il faut quand même être salement motivé. Je vous laisse écouter l'extrait. C'est qu'on n'en parle plus personne n'en parle. À part sur cette chaîne, heureusement encore une fois que cette chaîne est là, on ne parle plus de Boualem Sansal qui va fêter dans 3 semaines la première année de sa captivité. Est-ce que sur les chaînes, notamment Bolloré, Bolloland et compagnie, est-ce que à ce point-là, qu'on puisse dire qu'on va fêter, que Boualem Sansal va fêter sa première année de détention, est-ce que c'est juste une erreur ou alors les mots n'ont plus aucun sens à ce point-là ?
Écoute, tu sais, j'ai envie de te dire, c'est la télé en continu. Il faut tenir les plateaux pendant des heures et des heures. En direct. En direct. Là, on est en différé. Oui. Si par exemple, toi ou moi commettons une erreur de langage du même genre, à la limite, tu peux toujours la couper au montage. Oui, Tu pourras toujours. Bon, eux, ils peuvent pas. Donc voilà, j'imagine que puis alors donc ça implique d'inviter des gens qui sont pas forcément très habitués à l'exercice, donc qui oui effectivement peuvent dire un mot pour un autre. En l'occurrence, Amin El Radbi, c'est quand même quelqu'un qui est plutôt mobilisé contre la détention de Boualem Sansal, donc qui est plutôt qui est plutôt mobilisé contre le gouvernement algérien qui maintient Boualem Sansal. Complètement même. Voilà. Donc là encore, j'ai pas l'impression que ce soit, si tu veux, intentionnel pour minorer le problème de la détention de Boualem Sansal. Ça minore même pas. De fêter, c'est incongru. Oui. C'est même pas de minorer, c'est complètement mais on est, décalé. Encore une fois, dans le même cas de figure que l'erreur, je pense, sur Dominique Bernard, c'est-à-dire une connerie. Et non pas une volonté de manipulation, de substitution d'un mot à un autre. Là encore, si tu veux, je pense que dans la perdition du langage, qui est ce qu'on vit actuellement pour désigner ce qui se passe, si tu veux, par exemple, le fait que plus personne ne parle d'extrême droite. Maintenant, j'ai eu un échange Twitter avec Eugénie Bastier il y a quelques jours, où Eugénie Bastier s'indignait qu'on traite le groupe Bolloré de groupe d'extrême droite. Donc, je lui ai dit, mais alors, ok, le groupe Bolloré n'est peut-être pas un groupe d'extrême droite, mais dites-moi, à mon avis, est-ce qu'il reste des personnages politiques ou des médias d'extrême droite en France aujourd'hui ? Ben non. Pour Eugénie Bastier, aujourd'hui, il n'y a plus de... Et pour tous, d'ailleurs. Je veux dire, Pascal Praud est toujours indigné quand on le qualifie de présentateur d'extrême droite. Les journalistes de chez Bolloré sont indignés. Ils sont faussement indignés, mais enfin ils surjouent ils jouent l'indignation. Donc effectivement, il y a une volonté aujourd'hui, effectivement, de donner de dépouiller les mots du sens qu'ils ont, un peu à la manière dont ça se passait sous le nazisme. Enfin, bon, je ne veux pas faire de point Godwin, mais la manière dont ça se passait sous le nazisme. Là, tu te souviens de ce magnifique livre du linguiste Klemperer sur la langue de l'Empire. Je veux dire, de la même manière que Trump fabrique sa langue. Partout dans le monde, en ce moment, Poutine aussi. C'est pas une guerre, c'est une opération spéciale en Ukraine. Tu vois, partout dans le monde, les pouvoirs illibéraux, comme on dit, une de leurs tendances, c'est effectivement le rejet de la langue antérieure et le désir de fabriquer leur langue. Absolument. On va faire un top journalisme. Là, c'est un vrai top pour le coup. C'est Saher, notre confrère Saher Al-Gora, j'espère que je prononce bien son nom, qui est photojournaliste palestinien, qui vient de recevoir le célèbre prix Bayeux, enfin le prestigieux prix Bayeux des correspondants de guerre. Alors, on va voir le papier de l'UMA concernant cette distinction. Et alors, je me fais un devoir à la fois de le saluer de manière confraternelle, de saluer son courage, de saluer son professionnalisme, mais aussi de mettre une gifle à tous les Enthoven, les Vosner, qui ont théorisé pendant des mois et des mois le fait qu'il n'y avait pas de journalistes palestiniens, que c'était une vue de l'esprit de nos petits cerveaux d'occidentaux. Donc, Saher, on t'embrasse très chaleureusement. Un top négationnisme, tiens, on reste sur ces terrains-là. Comme habituellement, ça revient à Patrice Romden. Alors, c'est l'espèce d'anticommuniste primaire qui connaît mieux Gaza. Alors, déjà, il s'était pris de bec avec Ronnie Broman. Ronnie qui avait été je trouve, d'une patience d'ange. Ronnie qui connaît un petit peu le terrain, quand même un peu mieux que lui. Là, il va connaître, depuis son fauteuil, Patrice Romden va connaître Gaza mieux que Jean-François Corti, le président de Médecins du Monde. Et il va également mieux connaître Gaza que l'ONU. Rien que ça. Je vous laisse écouter. Ce cessez-le-feu, qui n'est pas un
traité de paix amène de manière nécessaire un temps de répit pour les otages dont vous avez parlé, et le calvaire doit cesser pour eux et leurs familles, et pour 2 millions de personnes qui aujourd'hui encore vivent dans des conditions extrêmement hallucinantes. Vous avez l'entièreté de la population qui a été déplacée à plusieurs reprises, y compris les équipes de Médecins du Monde, qui aujourd'hui se retrouvent plutôt dans le centre, autour de Dar Arbala, avec des difficultés encore pour pouvoir répondre aux besoins vitaux comme se loger et se nourrir. On a mis en évidence dans de nos dernières consultations des taux de malnutrition à hauteur de 40% pour des femmes enceintes et adolescentes. Alors, j'adore ce média, je suis désolé, hein, c'est un truc un peu coupable, c'est Frontières. Ils font des tops alerte info, des trucs, des machins, alerte vidéo et compagnie. Donc là, c'est un top alerte info. Reporter, c'est un métier. Hein, tu le sais pas encore, mais c'est un métier. Et Frontières va s'en faire le relais. Regardez cette extraordinaire vidéo où, avec un courage inouï, un manifestant de Manif Raslar à la con va essayer d'enlever un drapeau palestinien accroché à une fenêtre. Il fallait vraiment être là au bon moment, et ça ne s'invente pas, mon cher Daniel. Alors, le prochain top va nous renvoyer dans le passé, mon cher Daniel, puisque c'est un top Suze Cassis. Alors, très honnêtement, je vais te demander de bien regarder cet extrait. Je ne sais pas de quoi il parle. Nous sommes sur CNews, il y a Babette et l'avocat repris de justice qui échangent. Je ne sais pas sur quoi et je ne comprends pas. Je vous laisse écouter. On a un peuple décérébré. Pardon, qu'est-ce qu'on fait? Attends, le peuple français William, décérébré. Est-ce que je peux finir une phrase? Ma question est, qu'est-ce qu'on fait puisqu'on est en démocratie? On ne peut pas forcer les gens. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites, Pascal? Le peuple français décérébré. Alors, tu es dans une période plutôt sympa où tu défends les gens en disant que c'est des erreurs et ainsi de suite. C'est très bien. C'est tout à ton honneur. Ça me passera, t'inquiète pas. Ouais, bah, je sais bien. Enfin, j'espère bien. Quand on tombe si bas, avec des gens qui n'ont rien à dire, qui se coupent la parole, c'est quoi la plus-value? Qu'est-ce que ça apporte aux chaînes? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où les programmateurs vont se dire on va peut-être arrêter un peu les passes d'armes comme ça, les blablabla d'Elisabeth Lévy, je vais vous expliquer, antisémite. Il n'y a pas un moment où ça va se réguler, ça? C'était remarquable dans l'imitation d'Elisabeth Lévy. Hein, j'ai l'impression de l'avoir en face de moi. Je travaille ça tous les jours. C'est beaucoup de travail. Je vais te dire ce que ça leur apporte. Pascal Praud et tous les plateaux de CNews se sont fait attaquer devant l'Arcom parce qu'ils sont monocolores, si tu veux. Parce qu'en gros, tous les invités sont d'accord, enfin tous les chroniqueurs sont d'accord. Oui, les face-à-face sont en fait côte à côte. Les chroniqueurs sont d'accord avec les invités sont d'accord avec les chroniqueurs. Mais comme vous avez raison, je suis d'accord avec vous, et comme vous l'avez bien dit. Bon, donc il faut qu'ils fassent quelque chose. Donc qu'est-ce qu'ils font? Et je trouve ça très drôle parce que parce que ça s'est accentué depuis quelques temps, j'ai l'impression. Oui. Ils font semblant de s'engueuler. Ils font semblant de s'engueuler, de se contredire sur des questions qui n'ont absolument aucun intérêt. Est-ce que la cravate était bleue? Est-ce qu'elle était jaune? Enfin, je veux dire, bon, et là, on est typiquement dans une séquence de cette nature-là, où, effectivement, on donne le son et la couleur d'un désaccord, d'une engueulade, voilà, alors que comme tu le dis, personne ne comprend rien. Oui, c'est vrai, c'est un peu le problème. On va passer au flop. Alors, on va commencer par un flop Glooby-Boulga. Ça rejoint ce qu'on vient de se dire à propos de Babette et de Golnadel. Là, ça va se passer avec une députée RN et le passe-plat Gauthier Lebret. Alors là, pour le coup, ils ne vont pas s'engueuler. Ça va même être une espèce de repas de famille avec l'oncle un peu torché qui va confirmer, avec des 1, des 2, des 3, qui va confirmer ce que dit, avec une pointe d'excitation, cette députée RN du sud de la France, je crois que c'est Calais du Var, je vous laisse écouter. Vous dites qu'ils sont pas très entendre, on aurait pu un peu de les rhabiller, de les doucher. Eric Pelmer a dit quelque chose à ce sujet hier. Il a dit quoi? Vous avez dit quoi? Mais parce que vous disiez, je me suis mis dans la tête d'un militant d'extrême gauche ce matin en me brossant les dents, et je vous ai répondu non, il ne se brosse pas les dents. Non mais blague à part, l'intolérance d'extrême gauche, c'est quelque chose. Même au sein des familles, et c'est incroyable. Si vous avez quelqu'un qui pense pas
comme la doxa d'extrême gauche et qui, pourquoi pas, peut avoir une position un peu médiatique, je peux vous dire, ça vient pas au mariage, ça n'écrit pas pour la naissance de votre enfant. Ça sent le vécu, là. Mais c'est incroyable. Ça sent un peu le vécu, la terreur d'extrême gauche, mais c'est un truc de taré. C'est le principe de la secte. Ouais. La secte n'argumente pas, la secte n'essaie pas de convaincre, elle vous intègre ou elle vous désintègre, ou elle vous exclut. C'est-à-dire qu'ils ont toujours raison, ça finit par devenir ça n'y rend pas heureux. Mais le militant de droite ou du camp national, il accepte de discuter avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui. Alors là, c'est un flop, légitimité du fonds Marianne. On y revient à ce fonds Marianne. D'ailleurs, ce serait bien de savoir ce qui s'est passé après. Parce qu'il y a eu les auditions, les commissions. On n'a toujours pas de retour par rapport à ça. Je pense à Sifawi, ton ami Sifawi. Ce serait bien de savoir si finalement ils ont rendu ou ils vont rendre l'argent. Alors, comment peut-on se déclarer C'est la question. Pointeur de milieux complotistes. Je parle de Rudi Reichstadt, qui anime Conspiracy Watch, qui va pointer, ce qui est un travail tout à fait honorable en théorie, qui va pointer les complotistes de tout poil. Il le fait avec d'autres personnes d'un milieu qui est plutôt un milieu printanniste, un milieu charlisme. Donc il ne va jamais toucher à Enthoven, au mensonge d'Enthoven, il ne va jamais toucher au mensonge de Fourest. Par contre, il s'en prend allègrement, de manière assez récurrente, à des gens plutôt progressistes ou à des analyses plutôt progressistes de certaines situations. Et là, il y a eu le prix Nobel qui a été remis, prix Nobel de la paix, à Maria Corina Machado, donc l'opposante vénézuélienne. Et l'UMA va expliquer que, c'est une figure de proue de l'extrême droite vénézuélienne. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord. Simplement, je rappelle quand même que Trump et elle se sont eus au téléphone juste après, qu'elle a quasiment dit, d'après Trump, et elle ne l'a pas démenti, que ce prix quasiment lui revenait ou qu'elle le partageait avec lui, puisqu'il avait postulé. Elle l'a dit, hein. Oui, elle l'a dit, voilà. Donc, si on estime... Alors pour moi, ça me donne... Pardon de donner mon avis, mais ça me rappelle la Contra, financée par Reagan pour déstabiliser les gouvernements sud-américains et latino-américains. Oui, on peut qualifier ça, je pense, raisonnablement d'extrême droite. Et Reichstadt, il va s'énerver. Et il va écrire, ouvrez les guillemets, le prix Nobel de la paix, donc à Maria Corina Machado, présenté par l'UMA, donc l'humanité, nos amis, nos confrères de l'humanité, comme étant de droite extrême, 3 petits points, soit exactement les éléments de langage de la narco-dictature qui ruine la vie des Vénézuéliens, la propagande crasse de la gauche tyrannophile. Fermez les guillemets. Ça m'a rappelé un papier, alors je ne sais plus dans quoi c'était paru, je crois que c'est peut-être Slate, il y a un papier qui était paru sur les décodeurs, et j'avais trouvé ça très intelligent, ils avaient décodé les décodeurs. C'est-à-dire qu'ils avaient expliqué que c'est pas parce que, d'abord, décoder, ça fait partie du métier de journaliste, c'est même la base, mais ils avaient expliqué qu'en fait, c'est pas parce qu'on se déclare décodeur, ou alors, pour le coup, anticonspirationniste, qu'on est tout blanc. C'est-à-dire qu'on fait des choix, tous et toutes, toi et moi, on fait des choix de traiter des sujets et pas d'autres. Et là... Et comment tu analyses le fait qu'on puisse se dire anticomplotiste, c'est-à-dire vraiment les mains blanches et on va traiter de tous les sujets complotistes alors qu'on ne le fait pas, et qu'on puisse être décodeur alors qu'en fait on va choisir d'aller décoder certains médias, certains politiques et pas d'autres. Est-ce que tu trouves cet univers sain ? Mais non, mais de toute façon, rien n'est sain dans l'univers médiatique, où que ce soit. Écoute, moi, ce qui m'a frappé dans l'épisode du Nobel de la paix, c'est autre chose, en fait. Dis-moi, ça m'intéresse. C'est l'humour du jury du Nobel. C'est l'humour. Je veux dire, il faut quand même imaginer, ils étaient sous la menace, sous la pression de Trump, qui avait expliqué que c'était le Nobel de la paix, c'était forcément lui, et que ne pas lui donner, c'était un affront aux États-Unis. Bon, le monde entier a les chocottes de Trump en ce moment. Tout le monde a les chocottes de Trump, pour toutes sortes de raisons. Tout le monde a les chocottes de Trump. Donc, j'imagine pas que le jury du Nobel de la paix échappe à cette peur de Trump. Donc, je me mets un peu dans leur tête. Je me dis, mais ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut quand même pas le donner à Trump. Je veux dire, ce serait déconsidérer totalement le prix. Et le fait d'avoir trouvé comme ça l'astuce de le donner à une ultra-trumpiste du Venezuela pour clouer le bec de Trump et qu'il ne puisse rien dire, je trouve ça mais purement génial. Voilà. Ils sont forts, effectivement.
Un flop tasse de vin. Alors, il n'y a pas d'image, il n'y a pas non plus d'extrait parce que je ne l'ai pas retrouvé, bizarrement. Mais c'est France Info qui va nous parler d'un vin pétillant anglais qui a détrôné le champagne, notre bon vieux champagne hexagonal, dans quelque chose à yeux couverts, un jury, donc voilà. Et puis, c'est quand même fou qu'un vin anglais détrône le champagne. Eh bien, ils vont inviter un spécialiste de la question. Et la première question qu'ils lui posent, c'est... Alors, je trouve ça marrant parce que je me dis, mais comment ils préparent leurs émissions ? La première question qu'ils vont lui poser, c'est, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce vin pétillant anglais, qu'est-ce qu'il a de plus que le champagne ? Et en fait, la première réponse qu'il va leur apporter, c'est, je ne sais pas, je ne l'ai pas goûté. Et donc, ils vont faire une émission de 5 minutes sur un truc dont le gars ne peut que théoriser, ne peut que donner des images comme ça, mais ne peut pas du tout parler de ce vin. Je trouve ça assez marrant, alors c'est léger, mais comme du vin pétillant anglais, mais je trouve ça assez rigolo. Un flop, les Français. J'aime beaucoup cette expression. Je dis toujours, et quand je fais des interventions notamment, je dis toujours, quand vous entendez un truc qui démarre par les Français, ou les musulmans, ou les juifs d'ailleurs, ou ce que vous voulez, ou les Algériens, vous pouvez faire une croix dessus, ça n'a aucun sens, évidemment. Et bien là, c'est Shannon Seban, donc la macroniste, qui va s'en prendre plein les dents, parce que justement, elle va utiliser cette expression, et j'ai trouvé ça assez rigolo. Je vous laisse écouter. Il devait tout au président de la République, c'était sa formule, tout. Oui. Et l'attitude qu'il avait eue était inacceptable à ses yeux. Un mot là-dessus. Mais moi, si vous voulez, je ne suis pas là pour commenter les attitudes. C'est comme le président de votre parti. Non, c'est pas une querelle d'égo. C'est le président de votre parti. C'est un sujet politique. Mais au sein d'une famille politique, il peut y avoir des désaccords. Est-ce qu'il a raison quand il dit que Emmanuel Macron doit, c'est ce qu'il a dit, limiter son pouvoir ? Précisément le jeu auquel les Français ne souhaitent pas qu'on se prête. Non, mais c'est le président de votre parti, c'est pas une discussion de bistrot. J'ai l'impression qu'ils ont bien dit qu'on s'y prête, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est l'appel du président de votre parti, madame. Très bien. Et bien moi, ce que je vous dis... Vous êtes d'accord avec lui ou non ? Ce qui m'intéresse, monsieur Rochebin, c'est les Françaises et les Français. C'est l'avenir de ce pays. Mais j'ai pas compris si vous êtes d'accord avec le président de votre parti. Moi, ce que je crois qu'il... Heureusement que vous ne vous intéressez pas aux Allemands et aux Italiens. Il est minuit 40, c'est pas de la langue de bois. Je m'intéresse, avec tout le respect que j'ai pour vous. Franchement, moi je pense aux gens qui nous regardent et aux jeunes qui nous regardent. Moi je m'intéresse aux Françaises et aux Français. Mais là ils ont zappé. Là ils ont zappé malheureusement. Le problème c'est qu'à chaque fois qu'elle parle, ça sans langue de bois. Soyons sans langue de bois. Donc vous pensez vraiment que les Français, que nos concitoyens s'intéressent aux querelles d'égo entre... J'aimerais vraiment une réponse claire. Et pardon, madame Seban. Un flop mémoriel pour suivre, ça se passe encore sur le service public. Et là, ils vont s'en prendre. Il y a 2 intervenants sur le plateau qui vont s'en prendre de manière absolument militante et que je trouve personnellement dégueulasse et sans contradiction évidemment à Stéphane Hessel. Et je ne comprends pas qu'on puisse avancer le fait que la situation au Moyen-Orient est complexe et que Stéphane Hessel, avec son indignation, l'aurait rendu simple et limpide. Je vous laisse écouter. Je trouve ça vraiment, vraiment abject. La preuve, vous êtes allé chercher Stéphane Hessel qui, quand même, ne s'est pas indigné uniquement dans sa jeunesse de résistant face à ce qu'il a connu de la Seconde Guerre mondiale, mais ses indignations de la fin de sa vie interrogent, et en particulier sur la situation au Proche et Moyen-Orient. Bien sûr, il était très engagé. Mais je veux dire, c'était une voix qui portait. Perrine Simon-Naoum. Je crois que je vais vous décevoir au même niveau que mon collègue Denis Péchanski, c'est-à-dire que pour moi, Stéphane Hessel, c'est le symptôme d'une époque, c'est-à-dire que c'est la construction d'un engouement, certes de la jeunesse, c'est sympathique, sur une politique des affects, sur des émotions. Et comment traduire après ces émotions dans une société qui est une société de conflit, où il faut vivre en commun, où il faut organiser la discussion. Je veux dire, ça suffit pas de soulever les cœurs. Il faut aussi pouvoir faire avancer des causes qui sont des causes complexes. L'indignation, n'importe qui peut s'indigner. Et ça ne va pas plus loin que ça. Après. Donc, nous sommes dans un monde qui est particulièrement complexe, dans lequel, justement, des gens comme Stéphane Hessel viennent, à mon avis, un peu creuser la tombe du politique, à savoir que les politiques, on leur demande une chose, c'est de ne pas s'indigner. On leur demande de gouverner. C'est la bollorisation du service public. Ouais, parce que voilà, il y a d'une part Bolloré, ok, on a compris voilà ce que voulait, quelles étaient ses intentions.
Et il y a d'autre part ce qui est presque plus pernicieux, la bollorisation, le fait que les thèmes de Bolloré déteignent sur le service public. La fenêtre d'Overton médiatique dont on parle ici assez régulièrement, mais pas qu'ici d'ailleurs. Le dernier flop, c'est un flop, je ne me cache plus. Alors, ça se passe évidemment sur France Info. Et là, Gilles Bornstein, qu'on a déjà pointé à plusieurs reprises ici, avec des interviews notamment, alors je pense à Rima Hassan, mais pas que, des interviews un peu tendancieuses, là, il va tenir un propos que je trouve absolument surprenant. Il va parler d'une candidate socialiste à visage humain versus LFI. Je vous laisse écouter. Il y a un élément très important, c'est la prise de position de Bruno Retailleau dans cette élection partielle du Tarn-et-Garonne. Bruno Retailleau appelle à voter pour un candidat ciottiste soutenu par le RN contre une candidate socialiste, pas une insoumise, une candidate socialiste à visage humain, si vous me permettez l'expression. Alors, sauf avoir l'esprit complètement tordu, mais enfin, quand on dit une candidate socialiste à visage humain, ça sous-entend quelque chose, Daniel ? Tu sais, c'est toujours les questions de langue, en fait. Depuis le début de l'émission, on a beaucoup parlé des questions de langue, de langage, la manière dont la langue se relâche, la manière dont la langue d'extrême droite, en gros, contamine, se propage, métastase dans le langage politique. Voilà, c'est encore une fois. Ouais, c'est terrible. Hein. Et on a eu aussi un ministre fraîchement élu là, qui a dit on n'est pas autiste hein, quand même sur le plateau, pareil, sans contradiction. Dire on n'est pas autiste, c'était face à Léa Salamé. Je veux dire, moi je demande toujours, j'explique toujours quand si on remplace autiste par cancéreux, on comprend tout de suite qu'il y a un problème quand même de stigmatiser comme ça. Alors après, c'est pas des processus non plus inéluctables. Par exemple, le nouveau ministre de l'Intérieur, Nunez, ce matin, on lui a demandé s'il reprenait à son compte submersion migratoire de Retailleau. Il a dit non, je ne reprends pas à mon compte. Voilà, donc tu vois, c'était... Et on se contente des petites avancées comme ça. Voilà, on se contente un pas en avant, trois pas en arrière, ou le contraire. Merci beaucoup, Daniel. On va passer au microscope avec un invité de marque qui n'est... Ah ben c'est toi. Allez, on passe au microscope. Daniel, la presse libre, Kesako. La presse libre Kesako. Tu sais, Arrêt sur image, ça a commencé sur la télé. Il y avait en gros chaque semaine 1 million de téléspectateurs, tu te rends compte ? Pas mal. Dans les années 90. Et puis ça s'est arrêté. Parce que le système de la télé n'a plus supporté. Et donc on a continué Arrêt sur image sur Internet. Très concrètement, est-ce que tu as, avec le recul, la raison de l'arrêt, la raison officielle de l'arrêt ? Oui, c'est le fait que le PDG de France Télévisions à l'époque, Patrick de Carolis, ne supportait plus Arrêt sur image, à la fois pour son groupe, pour France Télé, et il y avait une détestation personnelle, puisque si tu te souviens, on l'avait épinglé pour un bidonnage, un petit bidonnage quelques années avant, une histoire de sauvetage bidonné en montagne, etc. Bref, ça s'est arrêté. Et après, si tu veux, il y avait beaucoup de gens qui étaient très malheureux que ce soit arrêté. Donc des gens m'arrêtaient dans la rue et me demandaient mais pourquoi, mais comment. Et à ce moment-là, je leur disais mais vous savez, il y a un site maintenant. Il y a un site. Vous pouvez toujours regarder l'émission sur le site. Il y a des articles en plus, etc. Il faut aller sur Internet. Et là, les gens me disaient ah oui, mais enfin alors Internet c'est compliqué. Les médias indépendants c'est super, mais il faudrait s'abonner à tout. Ce serait cher. Il y aurait 3 mots de passe différents, 3 etc. On perdrait sans arrêt ces mots de passe. Puis bon. Et bon, la question, c'est pas pourquoi on fait la presse libre maintenant, c'est pourquoi on l'a pas fait plus tôt. Parce que c'était évident, si tu veux, alors surtout quand l'offre de médias indépendants s'est étoffée, hein, parce qu'aujourd'hui, tu as quand même énormément de médias indépendants qui font entendre des contre-discours, des contre-récits, et on peut en parler ici, puisque, évidemment, le média est dans la bande. Pourquoi on n'a pas essayer plutôt de donner davantage d'audience, d'impact et même de solidité économique à ces médias en les regroupant sur une plateforme d'abonnement unique, donc à un prix évidemment beaucoup moins cher que s'il fallait s'abonner à tout, et avec une facilité d'accès, etc. Bon, voilà, donc ça a pris du temps, on avait tous autre chose à faire. Tu sais, dans les médias indépendants, on est tous le nez dans le guidon, on court partout, on fait avec des bouts de ficelle, mais on s'y est mis l'an dernier, enfin ça a commencé en 2023, au moment justement
où Bolloré a racheté le journal du dimanche, et où là, on est plusieurs à s'être dit, mais enfin, c'est pas possible, il va racheter tous les médias de France, les télés, les radios, les journaux. Donc, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va essayer, à notre niveau, de se regrouper et de faire cette plateforme d'abonnement unique qui entre en service aujourd'hui, 15 octobre, oui, qui est peut-être déjà en service à l'heure où nous enregistrons, j'en sais rien. En tout cas, qu'il le sera, je l'espère, à l'heure où ce sera diffusé. Le suspense est insoutenable. Vous êtes 8 autour de la table ? Et il y a 8 médias indépendants autour de la table. Tu peux nous citer, s'il te plaît ? Donc, Arrêt sur Image, Politis, médias fondateurs, et aussi, mais les autres d'ailleurs aussi sont des médias fondateurs. 2 médias qui parlent de technologie, sous l'angle juridique, économique, éthique, déontologique, etc., qui sont Next et Reflet. Reflet, si tu te souviens, c'est le média qui avait sorti les Drahi Leaks. Oui, absolument. Reflet.info. Qui était entré dans les données de Drahi. Médiacité, qui est un journal d'investigation locale sur un réseau sur plusieurs villes. Et les 3 rue 89. Rue 89, aujourd'hui, c'est des éditions locales. Donc, à Strasbourg, Lyon et Bordeaux. Voilà. C'est la team de départ. Et on espère évidemment qu'au fil des mois, la petite bande va s'étoffer. Mon rêve, c'est qu'on arrive à constituer, pour ceux qui sont désespérés par l'offre des médias mainstream, qu'on arrive à constituer une safe place, comme on dit aujourd'hui, une safe place informationnelle, c'est-à-dire un endroit où on puisse trouver de l'information indépendante dans tous les domaines, international, politique, le climat, le MeToo, les violences policières, enfin voilà, sur toutes ces rubriques-là. Très bien. Donc, pour moi, à partir d'aujourd'hui, pour un peu moins de 20 €. Alors, jusqu'à fin octobre, le prix de lancement est de 14,90 € par mois, pour l'ensemble. Ah oui, c'est même franchement en dessous de... Voilà. D'accord. Et à partir de novembre, ce sera le prix de croisière, 19,90 € par mois. Voilà, c'est ça. D'accord, j'étais resté sur le 19,90 €. Je lisais l'article du Monde qui a consacré un long papier sur ce lancement, qui parle de médias classés à gauche. Alors, ça m'a renvoyé vers un billet que tu as fait il y a très peu de temps, où tu t'interroges et tu poses une très bonne question, très pertinente, qui est de savoir si, quand on est média indépendant, on est forcément classé à gauche ou d'obédience gauchiste, pour dire les mots très clairement. Non, je pense qu'il y a des très bons médias, par exemple, dans des domaines spécialisés, des médias vraiment indépendants et investigateurs qui ne sont pas spécialement à gauche. Je vais te prendre un exemple. Dans un domaine très spécialisé, la Tribune de l'Art. Je ne sais pas si tu connais la Tribune de l'Art. Avec un rédacteur en chef assez vindicatif. Avec un rédacteur en chef très vindicatif. C'est des combattants acharnés du patrimoine et de la préservation du patrimoine architectural, historique, religieux, etc. Je ne suis pas d'accord avec tout. Moi non plus. Bon. Notamment sur Paris. Mais ils ne sont pas de gauche. Non. On ne peut pas dire qu'il soit de gauche. Non. Et on a un média indépendant. Voilà, donc ça peut exister. Alors, c'est comme les poissons volants, ce n'est pas la majorité, si tu veux. De l'espèce. Oui, parce que si tu veux, il s'est passé un truc qui fait que les journalistes un peu exigeants, si tu veux, sur l'exercice de leur métier, qui ont le goût de l'investigation, qui ont l'espèce de goût du contre-pied, comme ça, oui, ils sont plutôt de gauche, si tu veux, parce que c'est plutôt des gens qui vont être attirés par les contre-discours que par les discours dominants. Donc voilà. Mais, et on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. La plupart, oui, des médias de la presse libre sont des médias dont les journalistes sont plutôt à gauche, sont plutôt classés à gauche, etc. Mais c'est avant tout des médias amoureux d'indépendance et d'enquête indépendante. Mais alors pourquoi, par exemple, on ne qualifie pas spontanément, même si on connaît leur source de financement, je pense à Sterrin, à Bolloré et compagnie, mais pourquoi est-ce qu'on ne qualifie pas spontanément les médias racelard comme l'Incorrect ou Frontières de médias indépendants ? Qu'est-ce qui fait parce qu'ils ne sont pas indépendants. Alors, il faut aller chercher les sources de financement. Si tu veux, à partir du moment où tu as dans ton capital un Sterrin ou un Bolloré, on ne peut plus considérer que tu es indépendant. La plupart des médias de la presse libre, les médias dont je parle, sont la propriété de leurs journalistes. Arrêt sur Image est la propriété de ces journalistes. Politis est une coopérative dans laquelle siègent notamment
ces journalistes, même si ce n'est pas les seuls. Les 3 rue 89 sont des coopératives, etc. etc. D'accord. Alors, il y a un média qui s'appelle L'Informé. Je ne sais pas s'ils ont été approchés, pas approchés. On les a approchés. Alors, on les a approchés en sachant que... Alors, je ne sais pas si Xavier Niel est actionnaire. Enfin, Xavier Niel a mis de l'argent au départ dans l'Informé. Bon, eux, on aurait bien aimé. Parce qu'effectivement, comme on dit, ils sortent des scoops. À chaque fois qu'on lit un papier de l'Informé, c'est vraiment un papier informé. Et sur des secteurs sur lesquels ils sont un peu seuls. Bon, pour l'instant, ils ont décliné. Mais je ne désespère pas. Oui, c'est ce que tu disais au départ, c'est que ça peut bouger. Tu sais, là, il y a plein de médias qui nous ont dit « Oh là là, on ne sait pas, machin ». Puis vous avez quand même des têtes de gauchistes. Est-ce que ça ne va pas nous gauchiser de venir sur la presse libre ? Et puis, est-ce que ça ne va pas nous coûter des abonnés ? Est-ce qu'on ne va pas avoir des abonnés qui vont se désabonner pour venir sur la plateforme. Pour venir sur la plateforme. Bien ça s'appelle la cannibalisation. Ce qui fera le succès de la presse libre, c'est si ça marche. Si ça marche, si ça rencontre vraiment une demande, s'il y a vraiment une demande d'information indépendante, certifiée, de safe place, comme je te disais, là, ils viendront tous. Voilà. Donc, la balle est dans le camp des gens maintenant, des abonnés. Abonnez-vous. Comment on fait pour faire le Plenel, là ? Abonnez-vous à la presse libre. Voilà, il manque la moustache. Mais... non, mais on en reparlera bien évidemment dans cette chronique. Alors, je parlais de l'Informé parce que je suis tombé sur une chronique, ça fait un petit moment maintenant, mais je suis les chroniques de Zoé Pinet, qui fait un peu notre travail, au moins dans cet extrait. Alors, je rappelle que l'Informé, ils sont spécialisés dans les questions un peu financières, d'où vient l'argent. Et effectivement, c'est la très bonne question à se poser, notamment sur les médias. Et Zoé Pinet va faire une chronique de critique média via le financement. Et ça rejoint absolument ce qu'on est en train de se dire. Je vous laisse regarder un extrait. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi Jamel Debbouze et Mouloud Achour n'avaient jamais dit de mal de Vincent Bolloré ? Je vous explique. En reprenant Vivendi, Bolloré a multiplié les acquisitions. Et pour ses petits préférés, il n'a pas hésité à mettre le prix, quitte à perdre beaucoup d'argent. D'abord, Jamel. À partir de 2016, Vivendi a racheté 50% de sa boîte de prod pour 11 millions d'euros. C'est elle qui produit notamment le Jamel Comedy Club et la série Terminal, qui sont tous les deux diffusés sur Canal+. Mais apparemment, c'était pas une si bonne affaire que ça. En 2021, Vivendi a déprécié sa participation et l'a fait passer à 3,5 millions d'euros avant de revendre ses parts 2 ans plus tard à Studio Canal. Donc sur cette plateforme que vous lancez collectivement aujourd'hui, il va y avoir ce qui était avant des contenus payants, ou il va y avoir des contenus exclusifs, où c'est juste un mélange entre ce qui existe déjà, ce qui va exister sur les médias participants, sur les 8, ou est-ce que vous envisagez de faire des choses vraiment, alors peut-être collectives ou pas collectives, mais exclusives à cette plateforme ? Non, la presse libre, son but, c'est de mettre en valeur les enquêtes des médias partenaires. C'est de leur donner plus d'enquêtes, c'est d'amener davantage de gens à lire les enquêtes des médias partenaires. Alors après, une fois que l'outil sera créé, si les médias participants se disent « Tiens, on a là un média spécialiste de la tech, on a un média spécialiste de la critique média, on a un média qui fait de l'économie, on a des médias régionaux, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de mettre de mettre un peu nos compétences en commun ? Why not ? Mais ce n'est pas l'idée de départ. L'idée de départ, c'est vraiment d'offrir une contre-information. Je te prends un exemple, il date de ce matin. Ce matin, mercredi, on a appris hier que le Parti socialiste ne voterait pas la censure du gouvernement Le Cornu. A priori. A priori. On ne sait jamais comment les choses tournent. L'orchestre médiatique de ce matin, mercredi, c'est... formidable, le Parti socialiste a tout obtenu, ils tiennent le Cornu sous leur contrôle. Ce matin même, Apolline de Malherbe accueille Olivier Faure en lui disant « Mais alors, est-ce qu'il faut que je vous appelle monsieur le vice-premier ministre puisque c'est vous qui gouvernez maintenant ?» Bon. On sait bien que ce n'est pas ça. Non, on sait bien que dans les promesses de Le Cornu, elles sont toutes tordues, si j'ose dire. C'est-à-dire que le gouvernement s'est gardé toute une série d'échappatoires pour effectivement faire passer le budget qu'il voudra faire passer et non pas comme il le dit. Bon, qui dit ça aujourd'hui ? Un journal, Politis.
qui est le seul à dire ça, et qui est le seul à faire un papier qu'on a mis en home du site de la presse libre. Je ne sais pas si on peut le voir au moment où on en parle, mais on l'a mis en home, et un papier qui dit voilà pourquoi les promesses de Lecornu sont une arnaque. Je trouve que ça fait du bien de lire ça, alors que par ailleurs, on aurait eu partout un tambourinage sur la grande victoire extraordinaire d'Olivier Faure. Bien sûr, bien sûr. On vous souhaite vraiment grand succès. On sera toujours ouvert on donnera des nouvelles, des papiers qui paraîtront. Il y aura des captures d'écran. On l'attend pour. Mais je vais dire plus que ça, peut-être qu'un jour le média sera sur la presse libre. Mais le média est gratuit. Oui, mais pour l'instant, au départ, on ne rassemble que des journaux dont le mode de financement est l'abonnement. Mais cela dit, il n'y a pas de raison dans l'absolu qu'on ne trouve pas le moyen de faire une place aux médias comme le vôtre qui ont choisi une autre source de financement qui est tout aussi légitime et aussi louable. C'est formidable, le don aussi. C'était un peu l'idée de ma question de tout à l'heure, c'est-à-dire des contenus exclusifs peuvent aussi être faits par des médias entre guillemets gratuits, l'information n'est pas gratuite, mais par des médias non payants comme le média. Il peut y avoir effectivement un partenariat avec des émissions spéciales qui soient effectivement diffusées sur cette plateforme à qui, je le répète, à laquelle nous souhaitons un grand succès. Merci à toi. Infiniment. On va maintenant passer au coup de cœur. Alors, dans les coups de cœur, aujourd'hui, il y a 3 ouvrages. Alors, je vais être un peu rapide parce qu'on est pressé par le temps, mais c'est 3 ouvrages qui ont un lien entre eux. Il y a d'Evelyne Bonis et Virginie Pelletier. Ça se passe dans une maison d'édition que j'aime beaucoup, LGDJ, un savoir-faire de l'extenso. Ça s'appelle « Promouvoir la justice restaurative, l'expérience bordelaise des rencontres entre condamnés et victimes ». Alors, à une période où la justice est plutôt maltraitée, où se retrouve souvent sous le sceau du ministère de l'Intérieur via la répression, je trouve que c'est un ouvrage à lire avec attention. Il y a également notre ami Bélir Nabli qui sort L'État de droit chez Que sais-je. Alors, j'apprends, pardon, mais Que sais-je existe encore, je ne le savais pas. C'est nos jeunes années universitaires. Et en plus, Bélir me l'a dédicacé. C'est super sympa. Donc, L'État de droit, il est d'autant plus important que rebelote, l'état de droit est maltraité et surtout est de plus en plus relativisé. Et notamment, on a eu des ministres d'État, quand même, pas déconner, des ministres d'État qui ont dit qu'on pouvait peut-être l'aménager, le réaménager, voire même s'en séparer. C'est Bélir Nabli dans la collection inédite chez Que sais-je, l'état de droit. Et puis un sujet urgent. Oui, c'est urgent, mais c'est diabolique. On avait reçu Albert Lévy qui avait aussi évoqué ces questions-là et qui fait les tribunes assez régulièrement, que je salue par ailleurs. Dans la collection Forum également, François Saint-Pierre, un projet politique pour la justice en France, et c'est toujours chez LGDJ, un savoir-faire de l'extenso. Je vous invite au lancement du livre. Alors on va voir la couverture au lancement du livre sur Gaza, signé Louis Ard et Serge Dignazio. Donc, ce sont des photographes, des excellents photographes qui ont parcouru toutes les manifs sur Gaza, pour Gaza et pour la Palestine. Ça s'appelle Gaza-Palestine, images d'humanité. 2 points, quand la rue s'exprime, ce ne sont que des personnes anonymes, que des gens lambda qui sont venus prendre du temps pour venir exprimer leur soutien à Gaza. Librairie, alors ça se passe à la librairie Résistance avec un S, c'est le samedi 18 octobre. À Paris, c'est 4 Villa Compoint, dans le 17e arrondissement. À partir de 18h, il y aura des concerts, des lectures, des dédicaces. Je vous invite très chaleureusement à vous y rendre. C'est donc samedi prochain, si vous regardez l'émission dans les temps. Et on termine par les remerciements. Alors, il y a Ahmed et Asma de Moulins. C'est dans l'Allier, Moulins, c'est ça, je crois. C'est totalement dans l'Allier. Donc, qui sont les parents d'Adam, accessoirement. C'est même la préfecture. C'est la préfecture de l'Allier, mais moi, je ne pourrais pas faire le jeu de 1000 euros. Tu connais pas toute préfecture et tes sous-préfectures. Non, je suis vraiment pas bon là-dessus. Sylvia Delila et Slim, que j'ai rencontré pas loin d'ici. Pierre d'Algérie, entre Paris et Lisieux également. Clément, qui est à Saint-Denis. Eliane de Paris.
Paris, dans le 18e arrondissement, Megda de Franconville, Tim de Paris 11e, Anan et Amar et Wassim qui sont à Montmagny dans le Val d'Oise, Kazou de Haute-Savoie et Sam de Paris 9e. Milan ou Milan peut-être, je ne sais plus, du 91, Hachmi de Paris 20e, Nadia de Bagnolet et Anna de Paris 18e, Kamal de Dunkerque, Karine de Clichy et de Picardie, on nous regarde du monde entier, moi je te le dis. Serge qui est bouquiniste à 7, Doris de Pantin qui est marionnettiste, Swat du 9-3, elle insiste pour que je dise 9-3, Lounès de Nanterre, Alexandre de Dijon, Nini avec 2 fois 2 I, Nini B des réseaux sociaux, Ella de Tunis, Béatrice de Boulogne-Billancourt, Fanny encore de 7. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir les marier tous les deux. Ça fait 14. Avec le bouquiniste. Oui, c'était 7. Tu as raison. Pardon. Baya de Juvisy, Hakim et Boussad de Montreuil. Et je salue en plateau, puisqu'ils sont là depuis le départ avec une fidélité. Et ils sont tous gentils. Hein. J'ai même pas eu à taper avec mon stylo sur la table et ils n'ont pas fait de bruit. Julie, Paul et Moélie, on vous embrasse. On vous remercie pour votre présence et puis pour votre fidélité. Merci, cher Daniel, pour ta présence sur le long terme. Merci à vous d'avoir regardé L'Œil de Moumou sur la chaîne YouTube du Média, sur notre site internet ou encore sur le canal 165 de la Freebox. On rappelle que le Média, votre Média, ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui l'aiment et qui le soutiennent. Si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien et donnez-vous, donnez-moi, non, je plaisante, de la force. Restez connectés aux médias et merci pour votre fidélité.